Oui. Alors, l'histoire de Rennes-le-Château et surtout de la Bestonnière, qui est une personnalité intéressante, à plus d'un titre d'ailleurs, euh, nous fait ressortir d'un côté dans une forme de manichéisme radical, qu'à Rennes-le-Château il s'est passé tout, et d'autres de l'autre côté qui ne s'est passé rien. Bon, il ne s'est rien passé à Rennes-le-Château. Eh ben, c'est ni l'un ni l'autre. Il y a eu des choses, mais pas tout ce qu'on a dit, loin de là. Alors, moi, je me suis intéressé en tant qu'ancien responsable d'une obédience maçonnique que j'ai quittée depuis. Je me suis intéressé à tous ceux qui avaient écrit, tous ces écrivains, ces auteurs qui ont dit que Saunière était franc-maçon, qu'il avait chez lui, qui recevait en visite des francs-maçons, etc., etc. J'ai dit que Saunière n'avait jamais été franc-maçon. J'explique les raisons. Saunière était un monarchiste. L'Église en France était en opposition la plus complète à cette époque-là avec la maçonnerie qui existait chez nous, c'est-à-dire celle du Grand Orient de France, qui était laïque et qui, passez-moi l'expression, à cette époque-là, se vengeait de l'excommunication des francs-maçons par la bulle Eneminenti d'un pape en 1850 et quelques. Et donc, les francs-maçons du coin étaient plutôt radicaux, très républicains et, comme on disait à l'époque, entre guillemets, bouffer du curé. Alors, je ne sais pas ce que Saunière serait allé faire dans la franc-maçonnerie. Bon, on a dit qu'il était souvent entouré de francs-maçons qui venaient lui rendre visite. On parle d'Ernest Cross. Moi, je peux vous dire qu'Ernest Cross n'a jamais été maçon dans toutes les recherches que j'ai faites et que j'ai fait faire. Que ce soit à la Bibliothèque nationale, que ce soit dans les archives du Géo. J'ai même fait faire des recherches par des amis dans d'autres obédiences. On n'a aucune preuve et aucune trace de l'inscription de ce monsieur Ernest Cross sur un quelconque tableau d'une loge maçonnique. Alors, c'est vrai qu'il a reçu des maçons. Oui, oui, il en a reçu, c'est vrai. Notamment à la personne d'un député de l'Aude, qui était secrétaire d'État aux Beaux-Arts, qui était monsieur Dujardin-Beaumetz, et qui s'est marié avec Marie Petier, qui était une artiste peintre limouxine, et qui a fini d'ailleurs ses jours à la Bézole, un petit village à côté de Limoux, où il est enterré aujourd'hui. Voilà. Donc, Saunière franc-maçon, pourquoi? D'autres sont allés plus loin. Ils ont même vu dans l'église une loge maçonnique. Alors là, franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre cela. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un pavé mosaïque, le fameux pavé des loges maçonniques qui retrace un peu le Saint des Saints du temple d'Hiram, du temple de Salomon. Parce qu'il y a des mosaïques noires, blanches, intercalées. Sauf que, au lieu de ressembler à ce qu'on appelle en maçonnerie un carré long, là, elles sont en quinconce, c'est-à-dire elles ne forment pas un carré long, ça n'a rien de maçonnique. D'autant plus que les diocèses du Sud, celui de l'Aude notamment, s'étaient mutualisés pour acheter ensemble des carrelages afin d'avoir des prix. Donc de ces carrés, qui ne sont plus des carrés d'ailleurs, de ces mosaïques noires et blanches, je vous en trouve dans plusieurs églises. Donc ce n'est pas un signe de maçonnerie. Maintenant, maçonnerie, j'ai jamais vu un temple maçonnique avec, en rentrant à ma gauche, un diable, même si c'est Asmodée, le soi-disant gardien du trésor. Non, faut être un petit peu sérieux. Saunière n'a jamais été franc-maçon. Jusqu'à ce qu'un jour, on nous présente un sautoir de franc-maçon, qui en plus est un sautoir de vénérable, qui, soi-disant, appartenait à la Bessonnière. Il aurait été trouvé dans ses malles. Bon, tout ça c'est bien beau, mais le sautoir, je l'ai étudié, je l'ai regardé. La gloire, ce qu'il y a comme représentation symbolique, est du début du XXe siècle à peu près.
à peu près, à quelque chose de près. Ça a été avalisé même par certains francs-maçons, sauf que, il y a quelque temps déjà de cela, quelques années, il y a une paroissienne intéressante de Cruzat qui a dit « Mais c'est moi qui ai mis le sautoir qui appartenait à quelqu'un de ma famille, certainement mon grand-père, dans une des malles, soi-disant de la Bessonnière, où quand elle était jeune fille, qu'elle faisait des études, Marie Denarnaud lui permettait d'aller souvent travailler dans la tour Magdala, puisqu'il y avait, enfin souvent quelquefois, et elle aurait profité de mettre à tel dit, je crois que c'est quelque chose à peu près comme ça. Donc ça a confirmé une fois de plus que Saunière n'était pas franc-maçon. De toute façon, il ne pouvait pas l'être dans l'Aude parce qu'à cette époque, toutes les loges qui existaient, que ce soit à Carcassonne, que ce soit à Limoux, que ce soit à Espéraza, à Quillan ou Saint-Paul-de-Fenouillet, puisqu'il y avait des loges, y compris à Montaulieu, dont d'ailleurs c'était un prêtre avant la Révolution qui était vénérable, l'abbé Sicard. Donc ces loges étaient, à cette époque-là, appartenaient au Grand Orient de France. Et pour travailler à un rite qui soit plus proche, si vous voulez, il fallait aller dans les Rois à Montpellier avec une loge du rite écossais rectifié dont s'occupait un frère de Villermoz, celui qui avait pratiquement créé ce rite en France. Voilà, en gros, hein, on va pas prolonger la discussion là-dessus. Donc Saunière n'a pas été franc-maçon. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses intéressantes chez l'abbé Saunière. Moi, je pense plutôt, mais je peux me tromper parce que je crois que quand on essaie d'approcher la vérité sur Rennes-le-Château, c'est toujours que des demi-mesures et encore. Je crois que plutôt l'homme intelligent, très intelligent et peut-être passionné et un peu alchimiste sur les bords, c'était l'abbé Boudet, son confrère l'abbé Boudet qui était né à Axat et qui a été curé de Rennes-les-Bains. Voilà. Après, on aurait pu penser que l'abbé Saunière avait approché les francs-maçons par le biais de son frère, Alfred Saunière, qui était également prêtre, qui a été chassé du sacerdoce parce que c'était un drôle de paroissien, plutôt mécréant qu'autre chose. Mais cet Alfred Saunière était le précepteur des enfants du comte de chef de bien, du marquis de chef de bien d'Armissant, dans l'Aude, à côté de Narbonne. C'est celui qui avait créé avec ses 7 fils le rite des Philadelphes qu'on appelle le rite de Narbonne. Voilà. Alors par ce biais-là, on aurait pu penser que, d'ailleurs on a dit que c'était par là que Marie-Thérèse d'Autriche, l'épouse de celui qui aurait dû être roi si la restauration avait marché sous le nom d'Henri V, aurait donné 3000 francs or à 3000 ou 30 000, je ne sais plus. Oui, aurait donné 3000 francs or à la Bessonnière pour la restauration, entre guillemets, de l'église de Rennes-le-Château. Si ce n'est pas pour des fouilles ou pour autre chose. Mais ça, toutes les options sont ouvertes et aujourd'hui, on en est à se poser bien des questions à ce sujet, notamment sur les fouilles dans le cimetière, qui ont même appelé les gens de Rennes-le-Château à porter plainte et à avertir la gendarmerie, parce qu'avec Marie d'Arnaud, il y avait de nombreuses tombes, notamment celle de la marquise d'Aupoul, de nègres idable qui ont été fouillées et plus ou moins saccagées. Voilà. Voilà en gros. Donc la question est toujours ouverte et je crois que comme l'eau d'un ruisseau, elle continuera à couler pendant longtemps. Retraité, j'ai fait une carrière de journaliste. J'ai commencé à Paris dans les années 68, en 68 d'ailleurs, où j'étais jeune stagiaire
en train de suivre les manifestations de mai 68 avec des gens relativement qui ont été connus, certains sont encore en vie aussi, qui ont été connus comme de grands professionnels. Et puis après des stages, je suis rentré au Parisien libéré parce qu'on cherchait. C'était l'époque où il créait des éditions régionales, où il cherchait des gens qui étaient un peu de province. Moi j'étais un provincial type, j'étais le catarisant, l'hérétique pour tous mes copains journalistes. Et voilà, et puis je suis devenu secrétaire général de la rédaction de ce titre. Et ça m'a permis de faire beaucoup de choses et de connaître, de croiser beaucoup de confrères, non des moindres, avec qui certains je suis toujours en relation, même s'ils sont comme moi maintenant un peu des antiquités. Voilà. Merci. Alors moi j'ai une petite question, vous parliez rapidement de l'abbé Boudet, vous citiez l'abbé Boudet par rapport à la Buissonnière. Qu'est-ce que vous pensez de ce travail de la langue celtique de l'abbé Boudet? Vous auriez quelque chose à dire Alors, écoutez, la langue celtique, le cromlech de Rennes-les-Bains, et je l'ai lu 3 fois. Je vais vous faire un aveu, je n'ai rien compris. Rien. Je ne suis pas angliciste, je suis un latin jusqu'au bout des ongles, espagnol, italien, tout me va. Et l'occitan, n'en parlons pas, bien sûr, mais je n'ai rien compris à l'abbé Boudet. Bon, on m'a expliqué des choses et tout, notamment un ami toulousain qui est très féru là-dessus. J'ai suivi, j'ai écouté, j'ai trouvé intéressant. Oui, il est très certainement acquis aujourd'hui que l'abbé Boudet était quelqu'un de passionnant et peut-être encore plus informé de certaines choses que l'abbé Saunière. C'est à peu près certain. Voilà. Mais de là à traduire d'une façon intelligible et chronologiquement son œuvre, moi, j'en suis totalement incapable. Voilà, ça, je le reconnais d'office. Je préfère, je me suis intéressé à d'autres gens de ce coin dont on a parlé notamment pour Rennes-le-Château. C'est le fameux Jeanne Stublain, qui était du hameau des Sauzilles, où est né mon père d'ailleurs, sur la commune de Fa, et qui aurait écrit Pierre Gravé en Languedoc. Je me suis mis à la recherche de cet ouvrage depuis très longtemps. Personne ne l'a trouvé, on n'en a pas entendu parler. Si, on en a beaucoup entendu parler, mais dans des écrits relativement récents. De l'époque, rien. Alors, en plus, c'est quelque chose de... Je ne sais pas si on peut croire au hasard. La petite fille d'Eugène Stublain était la marraine de guerre de mon père, Marthe, qui a vécu à Cannes et Nice et qui a encore qui avait récupéré de son grand-père des restes d'une lunette astronomique qui sont aujourd'hui la propriété de sa fille, qui vit dans la Haute-Garonne aujourd'hui avec sa famille. Voilà. Donc Eugène Stublain, Pierre Gravé Languedoc, j'aurais bien aimé le trouver parce que c'eût été intéressant. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a cet ouvrage que nombreux sont ceux qui se sont mis à sa recherche et qui ne l'ont jamais trouvé, moi le premier. Et mon père me racontait, et il le tenait de son père, que Jeanne Stublain n'était pas seulement qu'astronome, savant, instituteur, enseignant. Il était né à Sigean dans l'Aude, mais il exerçait à l'école de Saucil, et qu'il tendait souvent dans le pré derrière les quelques maisons du hameau des draps blancs pour recueillir la rosée, ce qui est indubitablement le signe qu'il était plus ou moins alchimiste. Voilà, c'est une chose intéressante. Mais bon, je crois que celui qui trouvera un jour pierres gravées en Languedoc, si elles existent, fera fortune.
parce que l'homme était un vrai savant, et il a été maire de Fa, et il est enterré dans le cimetière en pente de Sauzil, dans un caveau que j'ai photographié maintes fois pour... Et vous connaissez un petit peu le contenu du livre ou pas du tout? Non, on ne le connaît pas. Enfin, on sait que c'est la description de pierres trouvées par ou des archéologues ou des amateurs et tout, qui auraient été gravées avec des signes, mais c'est tout. Ça a été dit comme ça. Mais personne ne l'a eu en main, l'ouvrage. Donc, difficile de faire des commentaires sur quelque chose qui n'existe matériellement pas aujourd'hui. J'ai retrouvé il n'y a pas tellement longtemps, là, parce que j'ai toute une collection des vieux cahiers d'études Qatar qu'avait créé Déodat Rocher, d'Arc bien sûr, disant qu'il avait découvert à 1 heure et demie de marche à peu près, moins de 2 heures de marche, du hameau de Saint-Salvaire, qui est un tout petit hameau avec une belle chapelle au-dessus de la petite ville thermale d'Alet-les-Bains, qu'il avait découvert des grottes, des cavernes, dont une très difficile d'accès, qui était très certainement une grotte où il y avait, à l'époque, où le culte de Mitra était pratiqué, puisqu'il a retrouvé des traces de ce culte mitraïque, qui a été longtemps ici à cause des légions romaines, bien sûr. Alors, tout ça peut rejoindre un peu Pierre Gravé en Languedoc, quelque part, c'est ce que je me dis. Alors là, j'ai des amis à ce sujet, avec dont notamment un prof d'histoire qui a des amis chez les spéléos de l'Aude. Ils vont très certainement engager avant l'hiver un petit chantier de reconnaissance et de fouilles pour aller à ces fameuses grottes. Voilà. Dont je préfère ne pas signaler le nom, parce que s'il y a quelque chose encore à découvrir d'intéressant, c'est pas la peine que certains aillent s'amuser à le détruire. Voilà. Ouais, alors c'est vrai que lors de cette conférence, on a beaucoup parlé de la maçonnerie, et plus particulièrement de ce qu'elle représente aujourd'hui, et surtout comment elle est perçue. Bon, parce qu'il faut dire que moi j'ai été pendant longtemps membre du Grand Orient de France, j'ai même été à 2 reprises grand maître adjoint, puis j'ai démissionné. Bon, j'ai été l'un des refondateurs du 5e ordre au sein du Grand Orient de France, avec toute une kyrielle de gens très connus, notamment Alain Boer, qui a été grand orateur de la chambre d'administration du rite français. Voilà, avant d'être grand maître. Et donc j'ai démissionné. J'ai été ensuite 33e du Suprême Conseil de Méditerranée quand je suis revenu dans le Midi. Et là, on a créé le grand chapitre général d'Occitanie, Catalogne, quand une loge catalane est venue nous rejoindre, et Méditerranée pour les Marseillais, les gens d'Aix et du coin. Et puis pour nous aussi, parce qu'on est en bordure de la Méditerranée, avec des relations avec des loges marocaines, et avant ça avec des loges au Liban et en Turquie. Voilà. C'est fini, ces relations-là sont coupées, sont terminées. Et c'est vrai que dans cette conférence, je me suis appuyé sur un livre que j'ai écrit qui s'appelle Les origines de la franc-maçonnerie, source et histoire du rite français des modernes du XVIIIe siècle à nos jours, qui est un livre considéré même comme par mon éditeur et par d'autres critiques, comme assez iconoclaste. Oui, j'en veux un peu à cette maçonnerie qui est devenue une maçonnerie affairiste et qui s'est éloignée de ce qui pour moi est la véritable maçonnerie. Pour moi, la maçonnerie est une gnose. C'est simple. Je ne dirais pas que bon, les 7 cieux, les 7 éons, etc., etc. Non, très peu pour moi. Une gnose moderne, c'est-à-dire une recherche
personnelle, mais sans enclave et en toute liberté. Donc quelque chose qui ne peut pas dépendre de l'équivalent d'une église catholique dogmatique. La franc-maçonnerie, une certaine franc-maçonnerie a des dogmes. Je ne vois pas pourquoi on créerait également des dogmes en maçonnerie. On nous parle de liberté de conscience, mais la maçonnerie peut vous faire, peut vous intenter la justice maçonnique peut vous intenter des procès que la République n'accepterait même pas. C'est pour vous dire à quel point ça en est. Donc, bon, j'ai été victime de ces choses-là, j'ai démissionné et puis on n'en parle plus. Je le regrette parce que j'ai rencontré des gens très intéressants. Bon, j'ai rencontré aussi quelques voyous, hein, il faut bien le dire. Voilà, c'est pour ça que, bon, je suis vers autre chose et je crois que plus en vieillissant, plus je me pose des questions sur ce que peut être le parcours d'un franc-maçon aujourd'hui, qui n'est plus que... la maçonnerie est devenue une sorte de club, comme disait Bruno Etienne, qui avait claqué même la porte du Grand Collège des Rites quand il était 33e du rite écossais et accepté, et avec qui on s'est retrouvé, où on avait créé d'ailleurs l'Observatoire maçonnique méditerranéen quand il était prof à Sciences Po à Aix. Voilà. Donc c'est vrai, je suis un peu iconoclaste aujourd'hui. Et bon, d'ailleurs, beaucoup de francs-maçons du Géo ne m'ont plus adressé la parole depuis un moment, surtout dans les loges du coin. Et ici, bon, je crois qu'il y a peut-être certaines approches, je ne dirais pas de vérité, mais certaines approches et certaines quêtes qui sont interdites. Je ne sais pas. Mais pour moi, la liberté absolue de conscience me fait dire qu'on peut aller n'importe où. Et qu'on doit faire, je crois qu'il y a une vieille maxime du 30e degré du rite écossais accepté, qui est les chevaliers Kadosh, fais ce que doit, advienne que pourra. C'est ma devise.